L'ancien président américain Donald Trump a survécu de justesse à une tentative d'assassinat samedi 13 juillet 2024 lors d'un meeting en Pennsylvanie. Alors les images sont spectaculaires mais pas inédites, puisque avant Trump, 3 présidents américains ont été la cible de telles tentatives. Petit retour dans le passé. Le 15 février 1933, Franklin Delano Roosevelt, qui vient d'être élu 32e président des États-Unis, est à Miami pour donner un discours à Bayfront Park. Son élection est si récente que l'homme n'a même pas encore prêté serment. Alors qu'il prononce son discours devant une foule de sympathisants, des coups de feu retentissent. Pas 1 ni 2, mais 6 au total. Le nouveau président s'en sort indemne. Par contre, 5 personnes sont blessées, dont le maire de Chicago, Anton Cermak, qui était assis juste à côté de lui. Le tireur est rapidement maîtrisé par la foule. Il s'appelle Giuseppe Zangara. On sait surtout 3 choses sur lui. D'abord, il s'agit d'un ancien soldat italien qui a émigré aux États-Unis et qui a obtenu la nationalité américaine. Niveau médical, Zangara souffre de douleurs abdominales chroniques et d'une stabilité psychique défaillante. Niveau politique, l'homme voue une haine sans fin au capitalisme et à ses acteurs qu'il tient responsables pour tous les maux des gens modestes. À l'issue de son procès, Zangara est condamné à 80 ans de travaux forcés pour tentative de meurtre. Mais 19 jours plus tard, Anton Cermak meurt de ses blessures. Zangara est alors condamné à la peine de mort pour meurtre au premier degré et il est électrocuté le 13 mars en Floride. Le 22 septembre 1975, le 38e président des États-Unis d'Amérique s'appelle Gerald Ford. À la base, il est le vice-président de Richard Nixon, mais ce dernier a dû démissionner un an plus tôt, noyé dans le scandale du Watergate. Ford prend la succession en intérim et grand bien lui en a pris puisque, en 1975, il est la cible non pas d'une, mais de 2 tentatives d'assassinat en moins d'un mois. Le 5 septembre 1975 d'abord. Gerald Ford est en déplacement à Sacramento, en Californie, lorsqu'une femme, Lynette Fromm, qui est une membre de la famille, la secte de Charles Manson, sort un revolver et tente de lui tirer dessus. Mais le coup ne part pas et la tireuse est très vite maîtrisée et condamnée à la prison à vie. Le 22 septembre, soit moins de 3 semaines plus tard, Gerald Ford est toujours en Californie, à San Francisco. Alors qu'il se trouve dans la rue, une femme sort un pistolet et tire 2 coups manqués en sa direction. Cette femme s'appelle Sarah Jane Moore et elle sera condamnée également à la prison à vie. Elle sort en 2017 grâce à un aménagement et on la retrouve en interview 2 ans plus tard, en 2009. What drove you to want to try to assassinate President Ford? There were other people who had talked about it, who I thought were much more important to what we were thinking of as the revolution, and we really truly thought there was going to be one. And I thought somebody like me, I was a nobody, it would be better coming from somebody like me. Alors celle-ci, c'est la plus connue. Peut-être parce que c'est la plus récente ou la mieux documentée, on sait pas. Nous sommes à Washington, le 30 mars 1981. Cette fois, c'est le 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, qui prononce un discours devant des représentants syndicaux à l'hôtel Hilton. Après les applaudissements et les poignées de main, Ronald Reagan prend la sortie VIP derrière l'hôtel et se dirige vers sa limousine blindée, garée à une quinzaine de pas de la porte de sortie. Alors, normalement, dans ce type de déplacement, les services secrets équipent le président d'un gilet pare-balles pour de telles sorties. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait bien se passer sur une distance aussi courte finalement? Eh bien, ce jour-là, un homme sort un pistolet de calibre 22 long rifle et tire 6 balles en direction du président avant d'être maîtrisé par la foule. Il touche plusieurs personnes, dont Ronald Reagan, qui prend une balle sur le flanc gauche. La balle est entrée sous son bras gauche pour aller se loger dans son poumon, à quelques centimètres de son cœur. Le président est emmené à vitesse grand V aux urgences où il est opéré et sauvé. Quant au tireur, il se nomme John Warnock Hinckley Jr. et il a 25 ans. Alors sa vie, elle est assez trouble, mais ses motivations pour passer à l'acte, elles sont limpides. Il voulait plaire à Jodie Foster. Ça peut prêter à sourire, mais c'est bien vrai. Dans sa chambre d'hôtel, les autorités trouvent une lettre signée de l'intéressé et adressée à l'actrice, dans laquelle on retrouve ces 2 passages. « Je vais te prouver mon amour pour toi à travers cet acte historique. Il y a une possibilité certaine que je sois tué dans ma tentative d'atteindre Reagan. Je t'aime très fort. » En fait, Hinckley fantasme sur l'actrice depuis qu'il a vu sa performance dans le film Taxi Driver, sorti en 1976. Il accumule les photos et les articles parlant d'elle, il la suit lorsqu'elle part étudier à l'université de Yale, il la harcèle de coups de téléphone, de lettres, tente d'appeler son dortoir, bref. Le procès du tireur est très,
mais alors très médiatisé. Et au cœur des débats se trouve la question de son état mental. Est-il atteint d'une pathologie? Et si oui, est-il responsable de ses actes? Le 22 juin 1982, John Warnock Hinckley est déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés en raison de son aliénation mentale. Et là, c'est un coup de tonnerre dans ce procès très médiatique donc, qui met en lumière les failles du système judiciaire américain quand il est question de santé mentale. D'ailleurs, une loi fédérale sera votée 2 ans plus tard pour définir précisément les critères de l'aliénation mentale et pour inverser la charge de la preuve. Parce que jusqu'alors, les parties civiles devaient prouver que l'accusé n'était pas fou, et non l'inverse. Dans tous les cas, Hinckley est interné en unité psychiatrique jusqu'en 2016, année lors de laquelle il sort en liberté conditionnelle. Il est redevenu totalement libre le 15 juin 2022.